On va parler un peu ubérisation maintenant qu'on y est. On va prendre un article de l'Humanité qui date de 2017 et voir comment ça a été vécu cette période-là. Ubérisation, précarisation du travail. Comment contrer le capitalisme 2.0 ? Avec les contributions de Sébastien Broca, sociologue à l'Université de Paris 8, Éric Sadin, écrivain et philosophe et Yann Lepolotek, membre de l'exécutif national du PCF en charge de la révolution numérique. Salut Abribus. Rappel des faits pour que les bouleversements numériques ne fassent pas reculer le statut de salarié et la société tout entière, la rémunération sociale doit être au cœur du développement. La forme. Sous la révolution numérique, l'actuelle mondialisation n'aurait pu exister, mais sans elle, le digital n'aurait pas eu les moyens de son développement planétaire. Contradictoirement, le moteur de cette révolution est le libre partage de l'information avec des communs universels comme les logiciels libres, alors que le capitalisme 2.0, celui des plateformes numériques, Uber, Facebook, Amazon, Google, Airbnb, n'a de cesse de tenter de s'accaparer l'information en la privatisant. Ce capitalisme attaque le statut de salarié en parcellisant le travail et en mettant directement en contrat travailleurs et consommateurs. Mais ces travailleurs s'organisent pour faire valoir leurs droits et obtenir que leur lien de subordination aux plateformes soit requalifié en contrat de travail salarié. La bataille est engagée pour la sécurisation des revenus et des droits sociaux des travailleurs des plateformes avec des mutuelles de travail, mais aussi dans le cadre des plateformes coopératives travailleurs-usagers face aux plateformes propriétaires. Je rappelle qu'il y a eu... je crois que c'est Uber qui a perdu face à des salariés et ils ont dû les requalifier en CDI ou je sais pas quoi. Récemment. Le numérique bouleverse l'entreprise. Uber est à la fois entreprise de transport sans véhicule et sans chauffeur et un marché de travail où l'irréputation des conducteurs est mise aux enchères. À des organisations marquées par la hiérarchie, la verticalité, le contrôle de l'information, le numérique oppose le pair à pair, l'horizontalité, le partage des données. Mais aux hiérarchies verticales se substituent les dictatures de la notation de tous par tous, de la transparence absolue et de l'irréputation et de l'oligarchie technocratique régulant l'auto-organisation des réseaux. Les organisations holocratiques ne font pas disparaître le rapport de domination, elles les automatisent via des algorithmes. Un chauffeur Uber n'est pas licencié mais désactivé par l'algorithme. Le droit à auditer les algorithmes des plateformes doit être reconnu par la loi. Les travailleurs comme les usagers et les institutions publiques doivent pouvoir faire valoir leurs droits inaliénables sur la maîtrise de la propriété et de leurs données. Contrer le capitalisme 2.0 passe par l'appropriation sociale des deux éléments stratégiques des plateformes et de l'intelligence artificielle, le big data et les algorithmes. Au lieu de taxer les robots, vieille idée pré-socialiste du 19e siècle, il faut imposer les plateformes à la hauteur des flux de données qu'elles génèrent. Il ne s'agit pas de remettre en cause le concept de plateforme et son utilité. On a besoin de partage et de mise en commun de l'information, de savoir, des financements participatifs, alors que les institutions traditionnelles et les banques font défaut à financer des projets utiles de services recentrés sur l'utilité sociale et l'optimisation de ressources. La question est de remettre à la disposition de tous, dans un cadre coopératif, ce commun accessible via les plateformes, en assurant la préservation, son développement et sa rémunération sociale de ceux qui partagent à sa production. Il ne s'agit pas non plus de nier le désir de liberté, d'indépendance, le refus de hiérarchie illégitime qui anime toute une jeunesse qualifiée et qui la pousse à fuir les entreprises et organisations pyramidales. Mais les luttes pour l'émancipation de l'exploitation salariale sont grosses. Les contradictions de la révolution numérique ne peuvent s'incarner que dans la visée d'une société libre, d'une société de libres producteurs associés que Marx appelait de ses vœux, et non à une société d'entrepreneurs de soi travaillant sous la dictature du libre marché capitaliste
de la plateforme. Le capitalisme de Google n'est plus celui de Ford ni même de Microsoft. Il transforme profondément le travail, non pas en la supprimant, mais en changeant sa nature et ses formes sociales dans son encadrement. Robert Castle a décrit le capitalisme industriel de l'après-guerre comme une société salariale. Le travail n'y est plus simplement une marchandise vendue et achetée, mais une activité encadrée par le droit du travail, donnant accès à un certain nombre de protections, retraite, assurance maladie, assurance chômage, etc. Son compromis entre les intérêts du capital et des travailleurs a pu apparaître tristement réformiste. Il ne supprimait ni l'exploitation économique, ni les inégalités, ni l'aliénation de nombreux salariés. Il donnait toutefois à une part importante de la population les moyens économiques et juridiques d'une certaine indépendance, en bouleversant les formes de travail. Le capitalisme numérique détruit ses droits et ses protections. Il prospère grâce aux auto-entrepreneurs qui livrent des repas à vélo ou conduisent des VTC. Il a besoin de micro-travailleurs en Inde, au Kenya, payés à la tâche pour modérer les contenus postés sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire en expurgeant les vidéos de décapitation et autres photos pornographiques. Il s'appuie sur le travail passionné et bénévole des développeurs de logiciels libres, de créateurs de vidéos ou encore de fans de séries. Il lui est enfin nécessaire de pister tous nos usages en ligne, afin de récolter les données personnelles qui seront ensuite agrégées et valorisées sur le marché publicitaire. Nombre de ces activités, qu'on réunit désormais sous la catégorie de digital labor, peuvent être appréhendées comme travail. Ce travail est pourtant rendu largement invisible. Il est occulté par les discours empathiques sur la puissance des algorithmes et l'automatisation. Il est également voilé par la division mondiale du travail, qui relègue les tâches les plus pénibles dans des espaces sociaux périphériques. Pour les mouvances de gauche, il existe deux grandes manières de répondre à cette situation générale. La première est socio-économique, économico-sociale. Ouais, c'est pareil. Elle consiste à construire des alternatives pour concurrencer les grandes entreprises du capitalisme numérique. Dans ce cadre, on soutiendra les communs, logiciels libres, Wikipédia, contre les logiciels propriétaires. On poussera à l'adoption des services décentralisés en respectant la vie utilisateur, tels que Mastodon plutôt que Twitter, Framadate plutôt que Doodle, les Framasoft et autres plateformes maintenant qui font de la vidéo pair à pair, là, hein, typiquement Frama, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. J'en ai plus. Framatube, merci. Incroyable, j'ai trouvé. Ces projets sont souvent admirables, ne sont toutefois pas suffisants. On favorisera le déploiement de plateformes coopératives possédées par les travailleurs numériques. Ces projets sont admirables mais pas suffisants. Framasoft. Ouais, Framasoft, c'est ceux qui développent tous ces Frama, justement, Framatube, là on a parlé de Framadate pour remplacer Doodle. Je crois qu'ils ont plein de trucs chez Framasoft. Hein. Je vais faire un tour sur Framasoft après avoir fini la lecture de ce paragraphe. La deuxième réponse doit être politique. Elle consiste à imposer un nouveau compromis social aux acteurs de l'économie numérique, à la manière dont le capitalisme industriel a dû jadis composer avec le droit du travail et la protection sociale. L'affaire ne sera pas simple, évidemment. Le chantier qui s'ouvre va de la réforme fiscale, afin de réussir à imposer les bénéfices réalisés par les grandes entreprises du numérique, à la défense du droit privé. Mais la Startup Nation, qui nous est promise, ne pourra représenter un futur à peu près acceptable que si elle accompagne de nouveaux droits et de protection pour celles et ceux qui en sont les petites mains. Alors, je reviens vite fait sur Framasoft. J'ai écrit Framasoft, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font, Framasoft? Ils font du libre en tant qu'annuaire. En tant que maison, ils ont une maison d'édition libre, Framabook. Ils ont Framablog pour faire du blog. Framaform, Framatalk, Framagenda, Framapad, Framadate,
Framaform, Framatalk, Framagenda. Je suis en train de tourner en rond. Et puis, ils ont Peertube. Ah ouais, c'est Peertube le terme. Framatube, c'est Peertube. Alors, Peertube, de souvenir... Je crois que c'est un partenariat entre Framasoft et... je sais plus. Contributopia. Ils ont Mobilizon. La V1 de Mobilizon est prévue pour 2020. Plateforme fédérée permettra de rassembler votre groupe, organisation, outils et mobiliser autour de vous des événements. C'est un peu les groupes Facebook, je dirais. Et ils veulent faire un Frama Cloud pour remplacer tous les clouds. Vous pouvez participer au projet. Il y a plein de plateformes grâce à eux et voilà. C'est plutôt cool. J'étais où? J'étais là. Après, pour revenir... comment dire? Moi, j'ai un problème avec l'open source. C'est un truc très très bien. Dans le sens où ça permet l'accès au savoir pour tous, etc., etc. Mais le fait que ça soit libre et gratuit fait que c'est ne pas valorisé économiquement. Ça me pose un vrai problème. Ça me pose un vrai problème parce que ça veut dire qu'on accepte d'avoir un travail dans l'emploi avec un employeur et de mettre à contribution ses compétences personnelles et autres compétences voilà, que l'on met sur internet, etc. gratuitement sans le valoriser. Or, cette partie-là qui n'est pas valorisée économiquement parce qu'on est dans un système capitaliste et il faut faire de l'argent pour que ça ait une valeur, si on le fait gratuit, il y a un vrai problème en fait. S'il n'y a pas une rétribution quelque part, soit par l'État, soit je sais pas, parce que c'est un accès, c'est un bien commun en fait offert à tout le monde, qui est accessible à tout le monde. Ça a valeur ou pas valeur si quelqu'un le regarde, si c'est monétisé ou pas, si y a du Tipeee pour les projets, donc vidéo, streaming, blog, même blog article, des blogs qui sont pas forcément dans la presse par un journaliste écrit, etc. Tous ces trucs-là, toutes ces contributions ne sont pas valorisées, n'ont pas été comptées dans le PIB, n'ont pas de valeur économique. Moi, ça, je me dirais, bah ok, bah, pas de souci, de toute façon, personne ne le paye, donc voilà, c'est un entre guillemets, c'est pas un coût du coup. Mais ça veut dire que les gens qui mettent ces trucs à contribution, qui développent des jeux vidéo gratuits, j'en sais rien, je prends tous les exemples, les logiciels gratos qui sont utiles, machin. Tous ces trucs-là ne sont pas valorisés, n'ont pas été payés par quelqu'un. Souvent, il y a un système de dons, mais les gens ne font pas de dons, etc. C'est terrible. Ça fait que ces gens-là vont devoir avoir un double travail. Et je dis vont devoir, mais c'est déjà le cas une multitude de fois en fait. Vous avez des gens qui produisent un logiciel, je prends l'exemple Solarus, moteur 2D, logiciel 2D, vous pouvez créer votre jeu avec, etc. Il est libre, il est open source, il est gratuit. Vous pouvez faire des jeux payants avec celui-là. Il y a des licences GPL gratuites qui permettent, il y a le CCSA qui permet aussi, etc. Vous pouvez reprendre des assets qui sont gratuits, etc. pour fabriquer votre jeu. Et votre jeu, au final, va être vendu. Donc, on part d'un truc qui n'avait zéro valeur puisqu'il n'a jamais été vendu à un truc qui a été payé. On fait quoi de ça? On accepte que ça soit normal qu'une personne ait fait un jeu payant et lui, du coup, il a droit de vivre. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui fait un jeu gratuit qui peut être d'aussi bonne facture. Mais pour avoir droit de vivre, il faut qu'il travaille en plus dans un emploi. C'est pareil pour la musique, c'est le monde de la culture en général, hein, d'ailleurs, le monde de la culture et de l'internet, etc. Et en même temps, vous avez cette guerre effectivement de l'appropriation de ce travail par des plateformes comme YouTube, comme Twitch, comme Tipeee, comme Utip, comme tout ce que vous voulez, qui viennent, eux, permettre le financement entre guillemets plus facile qu'en passant par PayPal, qui PayPal est déjà entre guillemets une forme d'appropriation de ce travail-là, parce qu'il y a des gens qui utilisent PayPal pour se faire payer. Et d'ailleurs, les plateformes comme Tipeee, etc. passent par PayPal pour payer aussi. Donc bon, voilà, la boucle est bouclée. Et ces gens-là vont s'accaparer notre travail sans nous le payer à hauteur correcte, en fait. Eux, ils vont se servir, ils vont gagner masse argent par les petits indépendants partout, à droite, à gauche, etc. Et en même temps,
ils vont devoir payer des gens qui, eux, ont réussi, entre guillemets, à avoir beaucoup de viewers, à mobiliser beaucoup de gens, à faire des dons sur Tipeee, etc., des grosses chaînes YouTube, etc. Eux, ils vont être payés par l'argent, qui est généré par ces mêmes personnes, puisqu'elles génèrent de l'argent, de la publicité, des OP, du don, etc. Et aussi par les petits streamers qui, eux, vont se faire ponctionner 50% par exemple d'un sub. Et cet argent revient dans les poches de Twitch. Twitch en capte une part et va peut-être s'en servir pour payer les gros streamers. Donc on se fait entre guillemets piller, nous, petits streamers et viewers qui viennent visiter les petits streamers et faire des dons, des subs. On va se faire piller cette partie-là pour les envoyer vers les plus riches. C'est un ruissellement inversé, voyez-vous. Il y a un problème là-dessus, un vrai problème, une vraie question à poser là-dessus. Et il serait peut-être intéressant un jour d'essayer de réfléchir un peu à la question. Est-ce qu'on ne peut pas accepter finalement un salaire pour tous en considérant que tous ceux qui participent gratuitement à la création de choses, d'outils sur Internet, de produits intellectuels, de tout ce que vous voulez, de produits culturels, mais gratuitement, eh bien, on pourrait très bien le subventionner par l'État, en fait. Pourquoi pas par la dette, carrément, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est du travail, c'est de la production qui n'est pas prise en compte. Mais je connais votre vrai visage, monsieur. Il est vrai, il est vrai. Il y a toujours des rediffs de moi, hein, à l'époque aussi. Hein. Je vais souvent sur leur site pour des apps libres portables sans installation. Ouais, tout à fait. Ouais, ils ont des trucs portables. C'est bien, j'ai un peu de mal avec les applications libres portables. Les applications portables en général, d'ailleurs. Je suis pas à l'aise avec ça parce que j'ai toujours eu l'habitude d'installer des machins, de mettre des DL sur Windows, etc. pendant l'installation. Ça me fait toujours bizarre de cliquer sur un logiciel et de pouvoir lancer le logiciel comme ça, mais c'est pourtant un principe pas si compliqué. Et j'ai des dossiers qui vont avec. Ah, merde. Terrible. Ils en font tout un fromage. Merci Géo pour la blague. Ah là là. Yo, Géo l'Intrépide, ça fait bien longtemps. Salut Sniper. Et oui, ça fait longtemps, effectivement. Nous sommes entrés dans l'ère de l'informatique cognitive, celle qui voit la dissémination en cours d'objets connectés sur toute la surface du réel. Le corps, l'habitat, les espaces urbains et professionnels. Cet environnement entraîne une traçabilité à terme intégrale de nos gestes, interprétés par des systèmes d'intelligence artificielle capables de rétroagir sous la forme d'offres hyper individualisées de biens et de services. L'industrie du numérique ambitionne de faire tout geste, souffle, relation, occasion de profit, entendant ne concéder aucun espace vacant, cherchant à s'adosser à chaque instant de la vie, à se confondre avec la vie tout entière. Une pression sur la décision humaine s'exerce via des technologies dotées de facultés d'orienter nos actes et qui, au-delà de seules visées incitatives, peuvent prendre des formes coercitives, particulièrement dans le champ du travail. Les chaînes de conception et de production des entreprises sont de plus en plus équipées de capteurs qui autorisent une évaluation en temps réel des mesures de performance du personnel, octroyant la licence des équations d'ordonner en retour les actions à accomplir. La capacité d'initiative des individus est niée, réduite à exécuter des ordres émanant de programmes qui ne font objet d'aucune publicité et dont la plupart sont administrés par des cabinets extérieurs. Alors quand il parle de publicité, c'est dans le sens public. Voilà, pas dans le sens publicité, advertisement. Je finis le paragraphe. Il est temps de saisir que, au-delà d'un modèle industriel, c'est un modèle civilisationnel qui s'instaure, fondé sur une marchandisation sans cesse croissante de la vie et d'une organisation algorithmique d'un nombre toujours plus étendu de secteurs. Pour revenir un peu sur ça, on avait parlé juste avant, notamment de la Poste, mais pas que, hein, encore une fois, Uber Eats et toutes ces conneries-là,
où vous avez un logiciel sous les yeux. La Poste, c'est un bon exemple dans le sens où ce sont des travailleurs en CDI ou en CDD, donc sous un contrat tout à fait normal, mais qui utilisent des logiciels qui leur permettent de calculer les temps de trajet optimaux et s'ils ne sont pas respectés, de dire vous n'avez pas travaillé optimalement, donc vous devez finir forcément plus tard et tout ça, et en plus vous n'êtes pas payé parce que c'est de votre faute, comme on disait tout à l'heure. Il y a tout un délire autour de l'algorithmique en fait. On utilise des applications avec des algorithmes pour optimiser l'humain et ça mène à des trucs scandaleux. C'est déjà qu'on avait une productivité qui avait augmenté grâce à la machine, puis ensuite grâce à l'informatique sans les algorithmes, ou en tout cas sur des algorithmes beaucoup plus simples, du traitement test, tous les logiciels qui permettent de faciliter un peu la gestion administrative ou qui permettent d'écrire des articles plus facilement, etc. Maintenant, vous avez même l'algorithme qui vient en plus surcharger tout ça et pousser encore plus à la productivité, à machin, et à remplir toujours le cahier des charges de quota, de la quantité plutôt que de la qualité, de prendre son temps, etc. Il y a un caporal-chef qui s'est fait tuer au Mali. Il venait de recevoir une médaille militaire de la main de Macron. Je regarde les infos du 20h. Ça marche. Un des grands paradoxes de l'époque, alors que les incidents de l'innovation numérique, cette nouvelle idole de notre temps sur nos existences sont si prégnants, veut que le discours de l'inéluctable ne cesse de s'imposer, et ce sans contradiction majeure. Une des prouesses parmi bien d'autres du technolibéralisme est d'avoir réussi à nous faire intérioriser que ce mouvement inscrit dans le cours naturel de l'histoire, nous laissant pour unique option de profiter de ces infinies ressources. Chose qu'il faut, infinies ressources. On fera évidemment une remise au point au niveau de l'écologie. Il y a plein de sujets dans l'écologie qui sont intéressants à traiter, évidemment. Et pour simplifier actuellement la chose, la Terre et les ressources sur la Terre sont limitées. Le nombre, la pollution que l'on peut émettre est limitée. Et elle cause des désastres si on dépasse ces limites. Un autre de ses tours de force est d'avoir convaincu, sans difficulté, la classe politique que son modèle représente l'horizon économique indépassable de notre temps. Vu la portée de ces bouleversements qui se déploient à des vitesses qui contribuent à marginaliser le temps humain de la décision concertée, il y va d'un devoir de responsabilité de ne pas abandonner ces enjeux décisifs aux soins des entrepreneurs qui ne se soucient que de leur seul intérêt, ni aux politiques qui font preuve d'aveuglement coupable. Là, on parle d'aveuglement coupable. Donc là, il y a vraiment un j'accuse, machin. Il y a aveuglement coupable d'une part, et il y a aussi participation avec intérêt. Faut pas se leurrer non plus. Face à la silicolonisation, donc Silicon Valley numérique, bien sûr. Donc à la silicolonisation, c'est compliqué, expansive du monde, que l'élection Emmanuel Macron va intensifier dans notre pays, il est urgent de nous mobiliser à toute échelle de la société, collectif d'enseignants, d'ingénieurs, de médecins, de syndicats, d'associations. Il convient, à l'opposé de tous les discours enjoliveurs, de produire des discours critiques, de faire remonter des contre-expertises témoignant de la réalité du terrain et de faire valoir, lorsque jugé nécessaire, le droit de refuser certaines technologies lorsqu'il est estimé qu'elles bafouent l'intégralité de la dignité humaine, l'intégrité et la dignité humaine, notamment par des actions collectives en justice. D'ailleurs, on revient à Uber Eats, ils ont fait un regroupement syndical, ils sont allés porter plainte collectivement. Alors de souvenir, je sais plus si c'était une plainte collective ou une plainte individuelle, mais en tout cas, ils se sont rassemblés ensemble pour faire une pression au niveau de la justice pour qu'ils soient requalifiés en CDI. Mais récemment, il y a eu d'autres sujets, d'autres choses où on a utilisé le système
de la justice de façon collective, où on agrège plein de plaintes ensemble en une seule massive avec un gros dossier, un seul sujet que la justice pourra traiter, etc. Là, comme ça, je ne saurais plus pour vous dire pour quel truc, mais je sais qu'on en avait parlé dans diverses émissions. Je crois que même au journal, ça a dû être évoqué qu'il y avait une plainte collective générale. Je crois que c'est sur l'écologie, justement. Je crois qu'il y a eu une plainte massive, des plaintes massives qui ont été mises ensemble pour une seule plainte générale. Comme ça, il y a un dossier avec plein de trucs à l'intérieur du dossier. Nous vivons un moment critique, car c'est maintenant et durant la troisième décennie du 21e siècle que se jouera soit le développement irréfréné d'un technolibéralisme à l'appétit insatiable, entendant nous soumettre intégralement à ces logiques, soit la sauvegarde des valeurs humanistes qui nous constituent, du degré de notre mobilisation à opposer des forces contraintes et contraires à un mouvement prétendument inexorable, et de notre capacité à maintenir notre droit de décider librement du cours de nos destins, dépendra rien de moins que la nature présente et future de notre civilisation. Donc ça, c'était en 2016. Alors non, c'était la siliconisation qui était en 2016, et ça, c'était en 2017, cet article-là.